Nous allons aborder aujourd'hui les connaissances de Rambé dans l'hypertension artérielle de l'adulte et de l'enfant. Donc le premier élément est la connaissance de la physiopathologie de l'hypertension artérielle. Si on veut simplifier la situation, la pression artérielle qu'on mesure d'un point de vue clinique est celle que l'on peut observer sur le niveau de pression qui est induit par un contenu, qui est la volémie plasmatique, sur un contenant, qui est la paroi artérielle, et ce contenant peut avoir un volume qui est modifié par le tonus vasculaire. Alors on va avoir trois grands systèmes de régulation, si on simplifie la physiopathologie de l'hypertension artérielle. Le premier, c'est le système nerveux autonome, qui est en théorie un système de régulation initialement décrit comme court-termiste, de l'ordre de la seconde, qui va permettre de contrôler la pression artérielle lors des changements de position, par exemple le passage à l'orthostatisme. Mais finalement, son activité au long cours peut provoquer quand même une hypertension artérielle soutenue et résistante. Le deuxième élément est le système rénine-angiotensin-aldostérone, qui lui est censé créer de la vasoconstriction et qui est un système de moyen terme, mais qui peut aussi faire provoquer une hypertension chronique. Et le dernier système de régulation est le rein, qui lui a un but à long terme d'équilibrer les entrées-sorties grâce à la natriurèse et d'augmenter ou de diminuer la volémie en fonction des besoins. Quand on parle d'hypertension artérielle essentielle, c'est une hypertension qui est sans cause apparente évidente, mais il y a des facteurs qui la favorisent. Ça peut être des facteurs génétiques, mais c'est plutôt une maladie polygénique, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de gènes trop forts sur la régulation de la pression artérielle qui est transmise par nos parents. Ça peut être le vieillissement, notamment au niveau artériel, qui favorise l'hypertension artérielle, notamment systolique. Et puis, ça peut être également notre environnement, avec une alimentation trop salée qui va augmenter notre volémie de façon chronique, la consommation d'alcool qui a un effet vasoconstricteur et module les hormones surrénaliennes, et enfin l'obésité qui va activer le système rénine-angiotensin-aldostérone, provoquer également potentiellement un risque d'apnée du sommeil accru, et tous ces éléments peuvent concourir à l'apparition d'une hypertension artérielle dite essentielle. Concernant l'hypertension artérielle systolique qui est liée au vieillissement de l'aorte, eh bien en fait on peut voir sur une coupe de scanner à droite la présence de calcification quasiment annulaire sur l'aorte abdominale, et donc on imagine bien que quand l'aorte est de cette sorte, elle va perdre sa capacité de distensibilité. C'est ce qu'on appelle l'artériosclérose qui est liée au vieillissement, qui peut se superposer avec l'athérosclérose, qui peut donner des tableaux assez proches, et qui, elle, est plutôt liée aux facteurs de risque cardiovasculaires, notamment le tabagisme et la dyslipidémie. Donc, concernant cette hypertension systolique, eh bien, quand on va avoir une aorte qui devient rigide, lorsque le cœur va se contracter lors de la systole et que la valve aortique va s'ouvrir, l'aorte ne va pas amortir l'ondée systolique, ce qui va provoquer une augmentation brutale de la pression dans l'aorte et faire une augmentation d'un pic systolique plus élevé, comme vous le voyez sur la flèche. Et puis au cours de la diastole, l'aorte est censée restituer la pression de façon progressive par ses propriétés élastiques. Et bien quand elle a perdu ses propriétés élastiques, elle ne pourra pas restituer la pression diastolique et on va observer une chute de la pression diastolique quand l'aorte est rigide. Et donc cette HTA systolique, qui est typiquement une HTA vasculaire, elle va s'exprimer par une pression systolique supérieure à 140 mm de mercure, alors que la diastolique, elle va être basse en dessous de 90 mm de mercure. C'est une forme excessivement fréquente d'hypertension artérielle, notamment chez la personne âgée. Deuxième élément de Rambé, c'est de connaître les situations cliniques particulières pouvant orienter le choix du traitement antihypertenseur. Je ne reviendrai pas sur les 4 classes essentielles à connaître pour le traitement de première intention. Là, on va plutôt discuter justement des préférences de traitement parmi ces classes. Donc, l'indication préférentielle à utiliser un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 sont des situations
comme vous le voyez, qui peuvent être de prévention secondaire, c'est-à-dire on a fait un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, là le niveau de preuve est fort. Si on a une fraction d'éjection du ventricule gauche eh bien, inférieure à 40%, on pourra mettre un IEC. Dans le contexte d'une maladie rénale chronique, les IEC et les ARA2 ont une néphroprotection, ce qui explique qu'on va les privilégier en cas d'insuffisance rénale chronique, de microalbuminurie ou de protéinurie. Et enfin, en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche, il y a un niveau de preuve relativement élevé de protection des IEC et des ARA2 sur les événements cardiovasculaires de façon générale. Concernant les bêta-bloquants ont une bonne indication en post-infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST, notamment s'il y a une dysfonction systolique du ventricule gauche, mais également en cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection à moins de 40%. Dans ces situations-là, il y a une amélioration du pronostic des patients. Et puis la troisième indication du bêta-bloquant, ça peut être de contrôler une fréquence cardiaque d'un patient en fibrillation auriculaire qui est rapide. On va pouvoir faire baisser la pression et mieux contrôler la fréquence pour limiter les symptômes d'insuffisance cardiaque. Concernant les inhibiteurs calciques, leurs propriétés vasodilatatrices artérielles peuvent être intéressantes en cas d'angine de poitrine, en cas d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Il y a également un bon niveau de preuve pour dire que ces médicaments protègent les patients qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche dans le contexte de leur hypertension artérielle. On va passer à la connaissance suivante, qui est la définition de l'hypertension résistante. L'hypertension résistante, c'est une hypertension non contrôlée sur des mesures ambulatoires. J'insiste sur le fait qu'il faille soit une MAPA, soit des automesures. Et si un patient est traité par une trithérapie optimisée, donc un antagoniste de l'angio2 ou un IEC, plus un inhibiteur calcique, plus un diurétique thiazidique. Et si ces trois médicaments sont utilisés et que le patient n'est pas contrôlé alors que la dose est optimale, il faut se poser la recherche d'une cause de cette HTA résistante. Dans 50% des cas, c'est une mauvaise observance thérapeutique, c'est-à-dire que le patient prend de façon alternative son traitement. La deuxième cause derrière sont les formes secondaires. Les formes secondaires sont à rechercher de façon systématique en cas de résistance. Et puis, il faut bien sûr faire un bilan approfondi en centre de référence. Il peut également y avoir d'autres éléments, comme des interactions médicamenteuses qui peuvent limiter l'effet de nos traitements antihypertenseurs et expliquer la résistance. On va passer maintenant à la connaissance de la prise en charge d'une urgence hypertensive. Cette situation nécessite un traitement rapide parce que le pronostic peut être engagé. Alors, il y a l'hypertension artérielle maligne, qui est une forme spécifique d'hypertension avec des niveaux de pression élevés, qui peut provoquer parfois des atteintes d'organes cibles aigus, notamment encéphaliques, rétiniennes. Et dans cette situation-là, il faut baisser la pression artérielle moyenne de 25%, avec des traitements éventuellement intraveineux comme la nicardipine ou l'urapidil. Certains centres, ils sont utilisés également des traitements péros en première intention comme les IEC à dose croissante sous surveillance de la fonction rénale. L'encéphalopathie hypertensive nécessite également une baisse de la pression artérielle moyenne rapide de 25%, car il y a un risque de convulsion, voire de coma dans cette situation-là. Et le diagnostic d'encéphalopathie hypertensive se fait à l'aide d'un scanner ou d'un IRM qui ne montre pas d'AVC ischémico-hémorragique, mais plutôt un œdème cérébral. En cas de syndrome coronaire aigu ou d'œdème aigu du poumon au cours d'une poussée hypertensive grave, eh bien, il faut baisser la pression systolique à moins de 140 mm de mercure. On peut céder des bêta-bloquants intraveineux ou des dérivés nitrés intraveineux quand il y a de la surcharge et de l'OAP. Et quand il y a une dissection aortique, là vous voyez la baisse de pression doit être encore plus basse, à moins de 120 mm de mercure, en utilisant des bêta-bloquants intraveineux et de la nicardipine en intraveineuse. En cas d'éclampsie en fin de grossesse, eh bien, le niveau de pression artérielle cible est plus faible, à moins de 160 mm de mercure, parce qu'il n'y a pas de régulation hémodynamique du placenta, et si vous faites chuter trop la pression artérielle, il peut y avoir une souffrance fœto-placentaire. Et dans cette situation-là, on utilise des médicaments spécifiques, la nicardipine, le labétalol et le sulfate de magnésium. Ces différentes situations sont prises en charge, comme vous le voyez sur la dernière colonne, soit en USIC, soit en réa, soit en réa spécialisée obstétricale. On va maintenant
faire le détail des démarches diagnostiques en cas de suspicion d'hypertension artérielle secondaire. Tout d'abord, pour l'hyperaldostéronisme primaire, son dépistage nécessite de faire des dosages de rénine-aldostérone en position standardisée. Donc ça peut être soit une position demi-assise, plutôt en milieu de matinée, après 15 à 30 minutes de position demi-assise, sous un traitement qui ne modifie pas ces hormones-là. Donc ça veut dire qu'il faut passer des IEC, des ARA2, des thiazides, des bêta-bloquants. Et on va faire un ratio aldostérone sur rénine. En cas d'hyperaldostéronisme primaire, l'aldostérone va être haute parce qu'il y a une sécrétion primitive de la surrénale et la rénine, elle va être plutôt freinée par rétrocontrôle, donc on aura un ratio aldostérone sur rénine élevé. Quand on suspecte cet hyperaldostéronisme primaire, on va chercher la cause, donc on peut faire un scanner surrénalien, voir si on a une image d'adénome, donc un nodule bien délimité dans une des surrénales, ou bien des hyperplasies avec des nodules de plus petite taille, mais potentiellement visibles dans les deux glandes surrénales, et il faut écarter également un aspect néoplasique, ce qui est beaucoup plus rare, mais il peut y avoir des tumeurs malignes comme le corticosurrénalome qui sécrète de l'aldostérone. Une fois qu'on a eu une imagerie, si elle est rassurante, en fonction du profil patient, on va pouvoir s'orienter soit vers un traitement médical seul par la spironolactone, qui est un antidote de l'aldostérone, puisque c'est un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Et si le patient souhaite un traitement médical seul, ou si vous jugez que par rapport à son terrain, c'est l'attitude la plus juste et qu'il en est d'accord, eh bien on ne fera pas de cathétérisme sélectif des veines surrénales pour rechercher une latéralisation, parce qu'on ne souhaite pas faire une sanction chirurgicale. À l'inverse, si on s'oriente vers une chirurgie potentielle, puisqu'on peut se dire que le patient peut potentiellement bénéficier d'une surrénalectomie, qu'il n'a pas un terrain qui contre-indique ce type d'intervention et que l'observance du traitement au long cours va être difficile, on peut faire un cathétérisme sélectif des veines surrénales. Si on voit qu'il y a une latéralisation de sécrétion unilatérale d'aldostérone, on peut proposer de faire une surrénalectomie au niveau de la surrénale qui sécrète une grande quantité d'aldostérone. Si la sécrétion est quasiment équitable des deux côtés, la surrénalectomie n'aura aucun effet. Il faut mettre en place un traitement par spironolactone. Concernant l'hypercorticisme, il y a plusieurs façons de le dépister. On peut faire un dosage de cortisol libre urinaire des 24 heures qui va être élevé, un cortisol salivaire à minuit qui ne va ne pas freiner, ou un test de freination à la dexaméthasone. Donc, pour ce dernier, on demande au patient de prendre 1 mg de dexaméthasone au coucher vers 23 heures et de doser la cortisolémie à 8 heures le lendemain matin. Et si la cortisolémie reste au-dessus du seuil de 50 nanomoles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de freination. Une fois qu'on a mis en évidence cet hypercorticisme probable, on va faire un cycle du cortisol et de la CTH en faisant des prélèvements réguliers sur 24 heures, à peu près toutes les 4 heures. Et si on a un profil ACTH basse, ça veut dire que l'hypercorticisme est périphérique. Il va falloir rechercher un nodule surrénalien. Et puis si la CTH est haute, eh bien on va centrer l'imagerie sur l'IRM pour rechercher un adénome antéhypophysaire qui pourrait expliquer un hypercorticisme central. En cas de suspicion de paragangliome ou de phéochromocytome, il faudra faire des dosages des dérivés méthoxylés, plasmatiques ou urinaires. Ils ont à peu près la même performance diagnostique. Et s'ils sont positifs, en général c'est 2 à 3 fois au-dessus du seuil habituel, il faut réaliser une imagerie de coupe, un TDM thoraco-abdominopelvien. Si on voit une masse surrénalienne, c'est un phéochromocytome. Si on voit une masse extra-surrénalienne, c'est ce qu'on appelle un paragangliome. On peut réaliser une confirmation métabolique pour s'assurer que cette masse fixe bien avec un caractère spécifique et s'assurer qu'il n'y ait également pas de métastase à distance, car certains phéochromocytomes ou paragangliomes peuvent être malins. Et donc on va s'orienter soit vers une scintigraphie au MIBG, soit un PET FDG, soit un PET DOPA, qui vont nous localiser les différentes tumeurs et nous orienter vers la prise en charge. Le diagnostic final est anatomopathologique. Concernant la suspicion de coarctation de l'aorte, on peut l'évoquer quand on retrouve une asymétrie de pression artérielle entre la mesure au niveau des artères humérales et des artères tibiales. Et si on a des gradients de pression de l'ordre de 30 mm de mercure, eh bien, il faudra rechercher cette coarctation soit par une IRM de l'aorte, où on verra une sténose après la sous-clavière gauche, ou bien un scanner aortique.
également, c'est possible, mais il faut bien demander une aorte complète. Cette coarctation peut être suspectée également chez l'enfant, quand il y a une hypertension. C'est une cause fréquente d'hypertension chez l'enfant. Et si l'échographie cardiaque retrouve une bicuspidie aortique, l'association avec la bicuspidie de la coarctation est plus fréquente, donc bien traquer cette étiologie. En cas de néphropathie, c'est-à-dire vous découvrez des anomalies de la fonction rénale ou du sédiment urinaire, il faut compléter l'examen par une protéinurie et une microalbuminurie, soit sur échantillon couplé à la créatinurie, soit sur 24 heures. Faire une cytologie urinaire quantitative ou sur urine fraîche pour rechercher une leucocyturie, une hématurie. Faire une échographie rénale pour voir des anomalies parenchymateuses et un Doppler des artères rénales pour rechercher une éventuelle sténose des artères rénales. Une fois que vous avez fait ces premiers éléments, il faut s'entourer de l'avis d'un néphrologue pour éventuellement d'autres analyses spécifiques et discuter éventuellement une biopsie du rein. Alors maintenant, on va discuter des prises en charge des HTA secondaires qu'on a évoquées jusqu'à présent. Pour l'hypercorticisme, s'il y a une tumeur surrénalienne ou hypophysaire, peut être envisagé une chirurgie pour permettre un traitement curateur. Le phéochromocytome, la chirurgie de la tumeur est quasiment toujours pratiquée. Il n'y a que dans les formes métastatiques où il faudra se poser la question d'une mise en place d'une chimiothérapie et pas d'une chirurgie. Pour l'hyperaldostéronisme primaire, je l'ai déjà évoqué, si pas d'indication chirurgicale en l'absence de latéralisation ou en l'absence de volonté du patient, un traitement par antagoniste des minéralocorticoïdes, donc plutôt la spironolactone. Et en cas d'intolérance à ce médicament, on peut discuter l'éplérénone ou l'amyloride. Et en cas de sécrétion unilatérale, on peut proposer une surrénalectomie. Pour la coarctation de l'aorte, c'est une chirurgie cardiovasculaire qui va être pratiquée avec mise en place d'un tube d'acron en ayant enlevé la sténose. Et en cas de sténose athéromateuse ou dysplasie fibromusculaire des artères rénales, on peut discuter une angioplastie au cas par cas si on est sûr du caractère secondaire de cette sténose avec un retentissement sur le parenchyme qui explique l'hypertension artérielle. Alors, quel est le plan de soins à long terme et les modalités de suivi d'un patient atteint d'une hypertension artérielle? Eh bien, la fréquence des consultations, elle peut être tous les 2 à 4 semaines s'il y a un ajustement de traitement qui est nécessaire. Et une fois que le patient est parfaitement stable, on peut le faire tous les 6 mois. Il faut éduquer le patient à l'automesure pour qu'il vous amène à la consultation ses résultats d'automesure. Faire une kaliémie et une créatinémie tous les 6 mois à 1 an pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie nécessitant une correction. Et le bilan des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'ECG doit être fait tous les 3 ans s'il n'y a pas d'anomalie initiale. Tout au long du suivi, on va continuer à vérifier l'équilibre tensionnel. Il faut également évaluer l'observance et la tolérance des traitements. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui apparaissent? Est-ce que le patient est moins observant? Trouver des solutions pour avancer et pouvoir avoir un bon contrôle au long cours. S'il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, le tabagisme, le diabète, bien les prendre en charge et savoir évaluer les atteintes d'organes cibles infracliniques, notamment au niveau du rein, pas de dégradation de la fonction rénale et éventuellement au niveau du cœur, surtout si le patient présente de nouveaux signes fonctionnels, dyspnée ou angor par exemple. On va passer maintenant aux principales causes d'hypertension chez l'enfant. Et les principales causes sont en fait des causes secondaires, c'est-à-dire complètement l'inverse de chez l'adulte. Donc, on a à peu près 2/3 des causes d'hypertension chez l'enfant qui sont d'origine néphrologique ou cardiaque. Donc, en néphropédiatrie, il peut y avoir des maladies rénales chroniques d'étiologie indéterminée. Il peut y avoir des dysplasies fibromusculaires, des tubulopathies. Il peut y avoir des uropathies également, des malformations des voies urinaires qui provoquent des obstructions sur les voies urinaires et des dégâts obstructifs au niveau des reins. Concernant le cœur, c'est essentiellement la coarctation de l'aorte qu'il faudra retenir, même si quelques cardiopathies congénitales peuvent aussi en donner, mais c'est essentiellement la coarctation dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, en endocrinopédiatrie, il y a de nombreuses maladies endocriniennes qui peuvent donner de l'hypertension artérielle, l'hypercorticisme, les dysthyroïdies, l'obésité, l'acromégalie et le syndrome de Turner, qui est une absence partielle ou complète d'un chromosome X, qui peut donner des malformations rénales, également une coarctation de l'aorte.